Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est notre premier... Est-ce que c'est notre premier débat officiel sur Radio Pirate Live, Mr. White? Je pense que oui. Je pense qu'on mais moi, j'aimerais ça qu'on en fasse plus à l'avenir parce que c'est le fun de se parler là, quand on n'est pas d'accord. Exact, c'est le fun de se parler, mais j'ai hâte de voir vers où ça va s'en aller. Parce que, d'abord, on a Joe Hamel. Joe, t'es salué, mon ami, comment tu vas? Très bien. C'est le fun de t'avoir en studio. Joe est là et on a Alexandre Cormier-Denis. Alexandre Cormier-Denis, je ne connais pas intimement. J'ai vu, à un moment donné, quelques affirmations qu'il a fait sur les réseaux sociaux à l'effet que le Parti conservateur du Québec devait devenir un genre de parti un peu plus traditionnel européen, de droite identitaire. Comme tu dis, Jerry, comme tu nous en parlais, plus Zemmour, Le Pen. Est-ce qu'on considère Le Pen comme étant de la droite identitaire? Parce que le programme est quand même assez à gauche. Donc, on va voir avec lui. Alexandre, t'es salué. Alexandre Cormier-Denis, également créateur de Nomos TV, plateforme qui discute principalement de politique. Bienvenue à Radio Pirate, Alexandre. Oui, bonjour. Merci beaucoup, M. Fillon, de m'accueillir sur vos ondes. Je tiens à vous remercier parce qu'il y a peu d'endroits où on peut débattre au Québec et on sait qu'il y a une culture de la consensualité sur Radio-Canada, même sur TVA Québécois. Donc, je vous remercie vraiment de m'inviter. Je pense que ça va profiter à votre auditoire et puis à la droite en général au Québec. Et je remercie également M. Hamel d'être là pour débattre parce que je pense que c'est plus intéressant de parler de vive voix plutôt que de s'envoyer des invectives par médias sociaux interposés. Donc, merci Radio Pirate de m'accueillir sur ces ondes. Allons-y. Commençons tout de suite. Chacun 2 minutes. On va faire comme dans les débats traditionnels. Joe commence. D'abord, Alexandre Cormier-Denis, lui, dit si le Parti conservateur du Québec veut améliorer son score de 13 %, il doit absolument inclure le côté identitaire. Et on le sait, ce matin, il y a dans les journaux des points à ce niveau-là qu'il y aurait à l'intérieur, on en a parlé ici passablement dans les derniers jours, qu'il y aurait 2 groupes à l'intérieur, surtout au niveau de la garde rapprochée de Éric Duhaime. Il y a des gens qui voudraient qu'on prenne ce chemin-là. D'autres, comme nous, veulent une droite plus traditionnelle, plus économique, etc. Donc, je te pose la question, Joe, même sachant la réponse un peu, mais que ce soit clair pour le débat. Pourquoi toi, tu aimerais qu'on enlève le côté identitaire et qu'on se concentre sur le côté droite économique pour le futur du Parti conservateur du Québec? Non, merci, Jeff. Merci, M. Cormier-Denis. Je vais t'appeler Alexandre, ça ne te dérange pas. Je pense qu'on peut se tutoyer, ça va aller plus vite. Écoute, moi, je maintiens ce point-là. Je pense qu'on va retourner dans une dualité de partis, même de facto, là, même si c'est fait avec 2 ou 3 ou même 4 partis. On va retourner à une opposition traditionnelle, peut-être plus nationaliste, social-démocrate, c'est-à-dire un gouvernement très interventionniste, comme on voit, mettons, avec M. Fitzgibbon, M. Dubé, etc., et peut-être une droite, centre-droite, qui peut-être, je parle historiquement, pourrait être une espèce de mix du PLQ pré-Couillard et de l'ADQ de l'époque. Là. Quelque chose qui est peut-être plus centre-droit, l'idée d'avoir moins d'État, réduction du fardeau fiscal, etc. Je pense que c'est là où se situe le marché politique pour le Parti conservateur du Québec. L'avantage, c'est que ça te permet d'obtenir des sièges dans l'ensemble du Québec, incluant Montréal. D'ailleurs, si on regarde la carte électorale pré-Couillard, notamment, le PLQ avait des sièges partout au Québec, y compris au Bas-Saint-Laurent, y compris dans l'West Island, y compris au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, quand tu vois actuellement la CAQ gagner avec 40% dans certains comtés et que tu vois le PLQ à 2%, il y a une certaine partie du vote de la CAQ actuellement qui est composée du vote par défaut des gens de centre-droit, mais qui se bouchent le nez et qui votent pour la CAQ parce que, un peu comme on a vu avec les conservateurs de Doug Ford en Ontario. L'idée aussi, je pense, derrière ma thèse, c'est qu'actuellement, on a au Parti conservateur du Canada un chef qui est très solide, qui est très fort aussi sur le point de vue national, qui a ce discours-là, le discours de la défense des droits et libertés, de réduire la taille de l'État, de retourner de l'argent dans les poches des citoyens, de dire, regarde, on va faire du Canada l'endroit le plus libre au monde, puis avec ça, ça va nous permettre
de s'épanouir. Puis lui, il est ouvert à peu près à toutes les communautés. Je ne sais pas si vous avez vu, là, Pierre Poilievre, tout le monde le supporte. Alors que c'est drôle, alors qu'on le traitait de suprémaciste blanc, il y a toujours des photos à peu près de tous les groupes communautaires possibles. Exact. Donc, moi, je pense que la stratégie qui est prônée par M. Cormier-Denis et notamment M. Cavalière, qui est actuellement directeur général du Parti conservateur, à mon avis, c'est extrêmement problématique qu'il soit dans ce rôle-là en passant. C'est une stratégie qui nous mettrait en porte-à-faux avec le Parti conservateur du Canada. Moi, je pense que sans nécessairement devenir une succursale du Parti conservateur du Canada, on doit du moins être aligner les deux. Puis c'est essentiellement mon point. Alexandre Cormier-Denis, lui, est à l'inverse, dit, comme il y en a à l'intérieur du parti en ce moment, veut jouer sur la carte identitaire, on doit le dire. Il y a des choses que je remarque. Effectivement, le Québec, d'une certaine mesure, est attiré par... en tout cas, une partie de la population est attirée par ces idées-là. On a vu l'ADQ qui avait fait une surprise au début des années 2000, qui était... En tout cas, on utilisait à ce moment-là c'est quoi le patente identitaire? Il y avait les accommodements raisonnables. Par après, la CAQ a repris le flambeau. La CAQ s'amuse avec ça. Moi, je ne pense pas que pendant la campagne, je le répète, que tout ce qui a été fait au niveau immigration a été fait par erreur et par accident, que c'était des gaffes. Je pense que ça a été très, très, très bien planifié. On savait exactement qui on touchait. Mais Alexandre Cormier-Denis, le problème de vouloir un autre parti identitaire, si on calcule que le PQ l'est, que la CAQ l'est, qu'est-ce que ça va offrir de plus si jamais on rajoute un troisième parti sur 5 qui est axé sur l'identité québécoise? Qu'est-ce que ça peut amener de plus au Parti conservateur de s'en aller sur cette voie-là? Ben, je pense que ça peut donner le pouvoir dans les années 2030. Je pense qu'il y a des cycles historiques au Québec et les partis bleus se remplacent face à un gros parti rouge qui reste en place. L'Union nationale a pris le pouvoir en 1936 en instrumentalisant le nationalisme. Il a repris le pouvoir en 1966 avec le slogan « Égalité et indépendance » avec Daniel Johnson. Ensuite, il a été dépassé par le nationalisme du Parti québécois. Et là, cette espèce de nouvelle union nationale qu'est la CAQ a dépassé le Parti québécois sur la question identitaire pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il a tassé la question référendaire. Ce qui permet aujourd'hui à des Canadiens français fédéralistes, en région notamment, de voter pour la coalition Avenir Québec. Donc moi, je le dis clairement, je pense que la CAQ est au pouvoir jusqu'aux années 2030. Legault va sans doute se représenter en 2026, il sera imbattable. Et là, ce qu'il faut penser, c'est l'avenir. Comment est-ce qu'un parti de droite, en unissant finalement la droite économique et la droite nationale, peut réussir à prendre le pouvoir dans les années 2030 au Québec? Pour ça, il faut mettre en place une formation politique, un grand parti bleu qui est capable à la fois d'amener avec lui les conservateurs fiscaux, les conservateurs identitaires, et la troisième droite, il y a trois droites historiquement, il y a la droite identitaire, la droite économique et la droite sociale. Malheureusement, pour la droite sociale, on sait très bien que les Québécois sont très libéraux sur le plan des mœurs. Donc, tout ce qui est lutte contre le mariage homosexuel, par exemple, ou la question de l'avortement, c'est pas gagnant d'un point de vue électoral. Par contre, je pense qu'il y a de l'appétit au Québec pour les questions identitaires. La question identitaire, elle est toujours là, elle a toujours été là, depuis les années 30, elle est là, et elle sera encore là demain avec l'immigration massive qu'on reçoit. Je rappelle que Justin Trudeau a augmenté l'immigration de 250 000 immigrants par année en 2015 quand il prend le pouvoir, à 450 000 aujourd'hui. On sait qu'il y a une insécurité identitaire chez les Québécois, et que si un parti politique méprise cette insécurité identitaire, ben, il va se retrouver comme le Parti libéral du Québec. C'est-à-dire, il va se retrouver dans un ghetto électoral, anglophone et immigré, de l'ouest de l'île. Et il ne pourra pas percer à l'extérieur de ce ghetto-là. Donc, personnellement, c'est ma thèse. Je pense que, de toute façon, le futur du Parti conservateur du Québec, c'est de soit prendre le ballon, c'est-à-dire remplacer la CAQ comme grand parti de coalition bleue dans les années 2030, bâtir une force électorale où la droite économique a sa place, où la droite identitaire a sa place, et bâtir un parti qui rayonne à travers le Québec, non pas en méprisant le nationalisme comme l'a fait Éric Duhem durant sa campagne, parce que rappelons quand même que le programme du Parti conservateur incluait une réduction de l'immigration, et en débat, Éric Duhem nous a fait du Anne-Marie Dussault. C'est-à-dire, il nous a dit, il faut ouvrir votre cœur, la question de l'immigration, c'est une question qui divise les Québécois. C'était en gros, il a repris en gros le discours de Québec solidaire et du Parti libéral du Québec. Bon, ben moi, je peux vous le dire, je connais des tas de gens qui avaient leur carte du Parti conservateur du Québec, qui étaient des gens de droite nationale, des gens qui aiment Trump, des gens qui veulent la victoire des républicains aux États-Unis, des gens qui aiment la droite nationale en Europe.
et qui ont été dégoûtés, en fait, des positions d'Éric Duhem durant cette campagne-là. Et ils n'ont pas voté pour le Parti conservateur du Québec. Donc, il y a un marché électoral à aller chercher dans la droite nationale au Québec. Et on a très bien vu, je suis d'accord avec vous d'ailleurs, M. Filion, quand vous dites que les dérapages, entre guillemets, ça c'est Radio-Canada qui nous dit que c'est des dérapages. Quand Jean Boulet fait ses déclarations, quand François Legault fait ses déclarations, et qu'une semaine, il s'excuse, il fait des déclarations, il lit immigration et identité, il s'excuse devant les médias, 2 jours plus tard, il en remet une couche. Ce ne sont pas des gaffes. Okay? C'est une stratégie politique pour rapatrier le vote des Québécois qui sont inquiets de l'immigration massive, du multiculturalisme de Justin Trudeau. Et je dirais, je vais même aller plus loin. Moi, j'ai des contacts à la Coalition Avenir Québec, des gens qui m'ont appelé, qui travaillaient au QG, au quartier général, qui m'ont dit « le téléphone ne dérougit pas à la CAQ ». Les gens nous disent « vous faites bien de nommer le réel ». Parce qu'au Québec, tout le monde est conscient que les gens qui je vais donner le droit de... Ce ne sont pas les pêcheurs gaspésiens. Je vais donner le droit de répondre à Jonathan Hamel parce que je ne veux pas qu'on débatte ad vitam aeternam sur la droite que nous, on voit. On en parle régulièrement. Donc, concentrons-nous sur ce que certaines personnes au parti, certains de l'équipe d'Éric Duhem, de la garde rapprochée d'Éric Duhem, veulent établir dans les prochains temps. Puis, effectivement, débattons là-dessus. Jo, c'est quoi ta réponse à ce que M. Cormier vient de raconter? Est-ce qu'il a raison dans le sens que est-ce que le Québec, finalement, puis peut-être pas juste nécessairement les boomers, est-ce que le Québécois, peut-être pas nous, peut-être pas ceux qui ont voté pour Éric Duhem, qui étaient à l'aise avec sa position un peu plus générale sur le sujet, pour pas déplaire, entre autres, à Montréal, et pour pas déplaire à nous non plus, parce qu'on n'est pas dans cette game-là, mais est-ce que M. Cormier-Denis n'a pas un point comme de quoi que pour une majorité de Québécois, puis je sais que, entre autres, la CAQ a une population un peu plus vieille, est-ce qu'il n'y a pas un terrain fertile à ce niveau-là, même s'il est déjà rempli par la CAQ? Est-ce que c'est pas un incontournable? Non, je pense que je suis d'accord avec M. Cormier-Denis sur le fait qu'il y a effectivement des cycles au Québec. Là. Il y a eu, je pense qu'il y a une... D'ailleurs, j'apprécie beaucoup sa connaissance historique que je ne nie pas. Là. Donc, et moi, je ne suis pas de ceux qui veulent couper le micro à Cormier-Denis ou de l'exclure. Au contraire, je pense qu'il y a un point de vue qui mérite d'être débattu. Moi, je pense que mon point, c'est que je pense que cette clientèle-là, elle est déjà servie par la CAQ et le Parti québécois. D'ailleurs, dans le plan qu'il présente, il dit spécifiquement que la CAQ va rester au pouvoir jusqu'à 2030. En utilisant spécifiquement cette stratégie-là. Donc, l'opposé de ça, qu'est-ce que c'est? Et l'occasion, l'alignement des planètes historiques qu'on avait particulièrement avec cette campagne-là, c'est de un, parce qu'il faut y revenir, la crise sanitaire qui a démontré l'incompétence généralisée des oppositions, particulièrement du Parti libéral du Québec, qui, dans sa constitution, a la défense des droits et libertés. C'est quand même incroyable le fait que le... Et historiquement, et si je reviens dans la perspective historique et des cycles, le Parti libéral du Québec a quand même déjà eu une position beaucoup plus nationaliste qu'elle a aujourd'hui. Donc, il y a des fédéralistes québécois qui ont quand même une sensibilité nationale dans le sens qu'ils se considèrent aussi comme québécois. C'est pas des gens de fans de Justin Trudeau qui agitent des drapeaux du Canada. Non. En passant, d'ailleurs, moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, il y avait, je dirais, peut-être moitié-moitié de gens qui étaient au Parti libéral du Québec qui étaient des militants aussi du Parti conservateur du Canada. Actuellement, ce sont juste des gens du PLC ou même du NPD. Là. Donc, le Parti libéral du Québec, actuellement, a délaissé, je pense, une clientèle fédéraliste avec peut-être une espèce de sensibilité nationaliste. Ces électeurs-là sont à la CAQ par défaut ou qui ne votent pas, un ou l'autre, ou il y en a peut-être qui sont un peu au PCQ également. Moi, je pense qu'il a fait perdre des votes pendant la campagne, je pense que c'est la timidité d'Éric Duhem par rapport à la crise sanitaire. C'est la base, ce qui a formé la base du Parti conservateur du Québec. Est-ce que des gens qui ont été repoussés par sa timidité nationaliste, moi je pense qu'il a quand même affirmé à plusieurs reprises, d'ailleurs, M. Cormier-Denis, Éric Duhem a expliqué son nationalisme quand même en détail à l'un des podcasts les plus populaires au monde avec Jordan Peterson. Là. Puis il n'a pas du tout fait du Québec bashing. Là. Il a expliqué que son nationalisme était positif. Il a aussi parlé qu'il faudrait ramener le nationalisme canadien dans la perspective historique, je pense qu'il vous rejoint. Donc, je pense que ça, c'est pas mal en droite lignée avec ce que vous dites. Mais dans une perspective purement électoraliste, je pense que le territoire qu'il faut occuper, c'est le territoire centre-droit. Il peut y avoir une notion nationaliste, mais Éric Duhem doit... Moi, je pense qu'une déclaration qui a fait extrêmement mal dans la campagne, c'est quand il a dit
non, on ne veut pas de référendum, on va barrer la porte, mais je ne vais pas jeter la clé dans le fleuve. Ça a levé un drapeau rouge dans un paquet de communautés parce que Éric avait déjà, je pense, un passé souverainiste qu'il n'a pas nié, d'ailleurs, il l'a dit. Mais ça l'a comme allumé. Moi, je pense que ça doit être clair que le Parti conservateur du Québec est un parti fédéraliste dans le sens que il voit l'avenir du Québec à l'intérieur de la Fédération canadienne. Maintenant, est-ce que l'État nationaliste? Mais d'ailleurs, qui a reconnu la nation québécoise comme nation? C'est Harper, exactement. Donc, moi, je pense qu'on doit s'aligner avec le Parti conservateur du Canada. D'ailleurs, M. Cormier-Denis, j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment vous envisagez le fait que, par exemple, Pierre Poilievre ne va pas contester, par exemple, le fait que la loi 21 ou 96 va être probablement contestée devant les tribunaux, là. Donc, le Parti conservateur du Québec serait en porte-à-faux avec le Parti conservateur du Canada. Moi, ça m'apparaît être très, très problématique dans la perspective où Pierre Poilievre est actuellement en Amérique du Nord l'un des politiciens conservateurs les plus populaires et les plus prometteurs avec des Ron DeSantis et compagnie, là. Oui, ben écoutez, il y a une ambiguïté. Il y a plusieurs choses que vous avez dites. Premièrement, sur la crise sanitaire, moi, je pense que Éric Duhem a fait une bonne chose de ne pas axer sa campagne là-dessus, parce que la majorité des Québécois étaient d'accord avec la gestion de la crise sanitaire. Ça, c'est la réalité que malheureusement, les anti-mesures sanitaires ont de la difficulté à comprendre. La vérité, c'est que les Québécois voulaient être protégés par l'État et que ça a été payant électoralement pour la CAQ d'être plus liberticide que pas assez. Jason Kenney n'est plus au pouvoir en Alberta. Legault, lui, a été élu à 90 députés. Donc, ça a été payant. Jason Kenney a été refuté par les gens qui l'ont élu, pas parce qu'il a mis pas assez de normes sanitaires. C'est que les gens qui ont voté pour lui, qui lui ont fait confiance, ont trouvé qu'il a carrément versé du côté des médias, du côté de ce qui se passait au Canada. C'est eux qui ont pu voter pour lui, là. Ça, il faut le corriger, là. Si jamais il avait été un Ron DeSantis de lui-même, il serait toujours à la tête du Parti conservateur, probablement en Alberta, là. En tout cas, c'est des suppositions, parce que pour l'instant, il a été le politicien qui a mis en place les mesures les moins liberticides au Canada, et lui, il n'est plus là. Oui, mais il a reculé. Il y a un peu, là. Ça, c'est pas ça qui est arrivé. On a assez de pirates qui sont en Alberta pour nous dire comment ça s'est passé. C'est que il a dérapé à un moment donné, là. Il est tombé dans la sauce du confinement et des règles. Et c'est là où ça l'a dérapé. C'est là où sa base s'est sentie complètement abandonnée, et ces gens-là lui ont fait payer ce qu'il a fait. Donc, ça, faut le corriger, là. D'accord, mais en tout cas, au final, il n'est plus là et Legault est là avec 90 députés. Donc, je veux dire, la réalité de la crise sanitaire au Québec, c'est que les gens étaient plutôt satisfaits. Il y a même un pourcentage de la population qui trouvait que Legault n'en faisait pas assez. Moi, ça faisait pas mon affaire. Mais ces gens-là, ils ont voté pour la CAQ. Ces gens-là, ils ont voté pour la CAQ. Jamais ils ne voteraient pour le Parti conservateur du Québec. Le problème du Parti conservateur du Québec, en oubliant de revenir sur ce sujet-là, il ne faut pas oublier, quand on regardait les statistiques, on avait près sur 8 millions de personnes, il y avait 2 millions à 2,5 millions de personnes qui n'étaient pas des gens anti, mais qui voyaient que le Québec avait dérapé complètement dans son programme d'essayer de nous protéger contre un virus qui finalement nous a rattrapés. Donc, 2,5 millions de potentiels électeurs qui étaient visés. Le seul parti qui les visait, c'est ce parti-là. Et en le faisant timidement, le trois quarts de ces gens-là ne sont pas allés voter, et ça a donné un taux de participation très bas. Donc, les gens qui étaient avec la CAQ, on ne peut pas les convaincre de s'en aller au Parti conservateur en évitant de parler de ce sujet-là. Ils ont aimé ça, être en pyjama. Ils ont aimé ça, faire du pain à la maison. Ils ont aimé pas travailler dans le bureau puis travailler à distance un peu moins. Ces gens-là, il n'y avait rien à faire avec eux, là. Juste préciser, M. Descola, juste mon point sur... regarde, je veux juste préciser quelque chose sur l'angle des mesures sanitaires. Je ne nie pas qu'il y a une proportion significative des Québécois qui vont dans le sens de ce que vous avez dit. Par contre, moi, je pense qu'à partir d'un certain point, il y a un nombre significatif de Québécois qui, sans être anti-mesures sanitaires, étaient inquiets qu'un système comme ça s'installe au Québec de manière, pas dire permanente, mais que ça allait revenir. Moi, je pense que cette peur-là n'a pas été assez utilisée par Éric Duhem. Moi, je pense qu'il aurait dû dire, d'ailleurs, on voit encore qu'il y a encore des menaces de remettre le masque, etc. Et moi, je pense qu'Éric Duhem aurait dû, pendant les débats, pendant tout le monde en parle, pendant ces événements-là, challenger M. Legault directement. M. Legault, le 4 octobre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les mesures vont revenir? Est-ce que c'est à combien de doses le prochain passeport vaccinal? Les gens avaient peur. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, regarde, moi, j'ai tout suivi les mesures, je suis rendu à 3-4 doses, là, il n'y en aura plus. Mais la CAQ n'a jamais répondu
adéquatement ou à la question quand ça finit. C'est quand est-ce que ça finit? Est-ce que ça va revenir? Moi, je pense qu'on n'a pas adéquatement adressé cette crainte-là de Québécois qui dépassent les anti-toutes ou les anti-mesures sanitaires qui, oui, forment quand même une base du Parti conservateur du Québec. Là. C'est ça mon point. Ouais, ben, moi, je pense totalement l'inverse. Je pense que Duhem a bien fait de se séparer de ça parce que c'était un sujet perdant. La crise sanitaire était derrière nous, c'était fini. On savait très bien, Legault l'a dit, grosso modo, il n'y aura pas le retour des mesures. Les gens, et la CAQ, on sait tous que la CAQ gouverne au sondage. On sait que l'opinion publique a basculé de l'autre côté. Ça s'est produit déjà au courant de la crise sanitaire. Et le parti d'Éric Duhem devait se présenter comme crédible sur d'autres sujets. On le sait que le Parti conservateur a roulé sur la question de l'antisanitarisme. Très bien, il avait déjà ce vote-là, le vote des gens déçus de la gestion de la crise. Il fallait qu'il étende l'électorat au-delà de cette petite minorité. Deuxièmement, c'est quand même à peu près 2 millions. Vous avez parlé de Jordan Peterson. Ben, c'est très bien ce que dit Éric Duhem sur le podcast de Jordan Peterson. Seulement, les Québécois, ils n'écoutent pas les podcasts de Jordan Peterson, ils écoutent les débats. Et en débat, Éric Duhem a lancé des phrases en anglais pour plaire au West Island, pour plaire à l'est de Montréal. Il a dit les questions d'immigration, on ne doit pas en parler parce que ça divise les Québécois et on doit ouvrir notre cœur. Il a fait du Gabriel Nadeau-Dubois sur la question identitaire. Ben moi, je vous le dis, ça a été nuisible. Est-ce que je peux vous poser une question à M. Cormier-Denis, juste pour que j'essaie de comprendre vers où vous en allez avec ça? Je comprends votre point, mais pourquoi vous ne votez pas pour la CAQ? Dites-moi pourquoi. Parce que là, à date, la CAQ fait ce que vous recherchez. Pourquoi la CAQ n'est pas la solution pour vous si la CAQ fait exactement ce que vous demandez en immigration et fait exactement ce que vous aimez des mesures sanitaires? Vous semblez être quelqu'un qui était d'accord avec les mesures sanitaires. Pourquoi vous ne rentrez pas dans les rangs de la CAQ tout simplement puis que vous dites bonne chance au Parti conservateur finalement? Non, mais parce que, d'une part, les mesures sanitaires, je pense qu'elles ont été excessives. Et en ce sens-là, je pense qu'Éric Duhem avait partiellement raison, en tout cas. D'autre part, sur la question identitaire, ben, la CAQ fait exactement ce que, sans doute, vous lui reprochez également. C'est-à-dire qu'elle a une entreprise de communication à droite et, au final, elle fait de la gauche. Les seuils d'immigration actuels sont équivalents à ceux de Philippe Couillard. Donc, je veux dire, c'est bien beau la communication caquiste. Elle fait des campagnes électorales sur les questions nationales, mais la réalité concrète de son bilan est très, très faible sur ce niveau-là. Et la CAQ, on le sait, gouverne au sondage. Ce reste un gouvernement qui est extrêmement centriste. Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait un parti de droite qui puisse unir la droite économique, la droite nationale, qui puisse prendre le pouvoir dans les années 2030. Il faut dextriser, c'est-à-dire droitiser le discours public québécois. On peut le faire sur les enjeux économiques, mais on peut le faire également sur les enjeux identitaires. Et qu'est-ce qu'on voit qui gagne au niveau international? C'est cette conjonction de la droite identitaire et de la droite économique. Mais si jamais, M. Cormier-Denis, si jamais on arrive au point où... parce que quand même, il y a un problème démographique au Québec qui est évident. Moi, je veux dire, je m'adresse à des chefs d'entreprise à tous les jours ou à peu près. Ces gens-là sont en panique. Il n'y a pas de travailleurs. Les Québécois ont perdu le goût de l'effort, ont perdu le goût de s'enrichir, ils ont perdu le goût de vivre avec un peu plus de luxe. Depuis qu'ils sont confinés, on a multiplié de beaucoup cette tendance à s'encabaner et à vivre avec moins que moins. Puis tant mieux pour les gens de gauche qui aiment cette pratique-là. Mais de ce que je peux voir en ce moment, c'est qu'on ne règle pas le problème juste en essayant de convaincre des gens retraités de 59 ans de venir travailler au McDonald's. Ça va nous prendre des gens de l'Amérique du Sud, ça va nous prendre des gens de l'Afrique, ce qu'on fait déjà en passant. Parce que si on n'avait pas ces gens-là, les boomers qui sont très contents de vendre leur maison qu'ils ont payé 7 500 $, 300 000 finis, une des raisons pourquoi ils sont capables de vendre leur maison 300 000 et d'aller vivre dans un petit condo sympathique, c'est justement qu'on a eu des immigrants qui ont besoin de ces maisons-là pour se loger. Parce que si on ne l'avait pas fait, ces maisons-là auraient peut-être des plywood dans les fenêtres, là, et on aurait des maisons qui valeraient 59 000. Donc, il y a une réalité économique dans laquelle on doit... on doit compétitionner le reste de l'Amérique, on doit compétitionner le Canada. On a besoin de main-d'œuvre pour nos entreprises. On a besoin de services quand quelqu'un va à l'hôpital. On a besoin de services quand quelqu'un va dans un CHSLD. Donc,
Vous voyez quoi avec cette immigration-là? Ben, moi, je pense que c'est un faux discours économique parce que vous savez, plus vous avez de gens sur votre territoire, plus ces gens-là requièrent des services de l'État-providence. Ouais. En plus, avec le regroupement familial, ce sont des gens qui font venir des personnes âgées, leurs grands-parents, leurs parents. Eux-mêmes sont déjà âgés quand ils viennent, donc ça ne fait pas rajeunir la moyenne de la population. Et en fait, on voit très bien l'espèce de cycle infernal qui se met, notamment au Canada anglais. Plus d'immigrants demandent plus d'immigrants. Donc, c'est une espèce de roue infernale où l'immigration appelle plus d'immigration. On a une crise de logement au Québec, notamment à cause de ça, parce que ce n'est pas la natalité des Canadiens français qui fait en sorte qu'il y ait une explosion démographique au Québec, c'est bien l'immigration massive, et ça ne résoudra pas la question du vieillissement de la population. Ça, tous les démographes l'ont prouvé. La question de l'immigration massive, ça sert à certains lobbies, notamment le Parti libéral du Canada, puisqu'il fait venir plus d'électeurs, et notamment à certains types de patrons, je dis bien certains types de patrons, qui veulent une main-d'œuvre à bon marché. Ce qu'il faut faire, c'est miser sur la ça n'existe plus robotisation. bien. Je ne sais pas ce que ça existe dans votre tête, là, mais la main-d'œuvre à bon marché, même pour les immigrants, n'existe pas. Parlons d'immigration, M. Cornudoni. C'est intéressant parce que, à la base, à peu près le consensus des papiers économiques vient à la conclusion que l'immigration, ça se fait à peu près à coût nul. C'est-à-dire que oui, c'est des gens qui consomment des services, mais ils ont aussi un impact sur le PIB. Donc, ni ceux qui sont pour, ni ceux qui sont contre augmenter les seuils d'immigration ne peuvent utiliser cet argument-là. Donc, c'est à peu près à coût nul. Donc, l'idée qu'il y a comme il y a une horde d'immigrants débridés qui arrivent ici pour consommer tous les services et qui n'offrent rien. Tu sais, c'est passablement faux comme affirmation. On a un besoin... Ben, ça dépend de quoi on parle. On a l'Institut Fraser qui a notamment chiffré les coûts de l'immigration et ça se chiffre en millions de dollars il y a quelques années. Donc, ça dépend toujours à qui on parle. Sur ce genre de débat-là, on peut faire un débat des chiffres qui est éternel et qui n'en finit jamais. Moi, ce que je vous dis, c'est pour qu'un parti de droite prenne le pouvoir au Québec, il faut non pas qu'il méprise l'insécurité identitaire des Québécois, mais qu'il l'embrasse. Le Parti conservateur du Québec, s'il veut percer d'un point de vue électoral dans les années 2030, il doit à la fois être à la droite de la CAQ d'un point de vue économique et il doit être à la droite de la CAQ d'un point de vue identitaire. Sinon, il doit concurrencer le Parti libéral du Québec. Le problème, c'est que le Parti libéral du Québec est un parti qui est increvable. Les anglophones et les immigrants de Montréal ne voteront jamais pour un parti bleu qui est soutenu par ce que les médias, entre guillemets, appellent les radios poubelles de Québec. C'est faux, c'est faux. On l'a vu à Montréal. On a vu des comtés finir à 20%. On a vu partir de 1 à 20%. Et moi, je veux dire, de candidats directement, le discours résolument ancré dans la défense des droits et libertés et de laisser libre choix aux gens, ça résonne particulièrement dans certaines communautés religieuses. Et je pense que c'est un territoire que le Parti libéral a abandonné. D'ailleurs, leur recul sur la loi 96 en dit long là-dessus. Moi, je suis contre les deux lois. Pourquoi? Parce que je pense que l'État n'est pas outil. 96 et 21. Moi, je pense que les deux sont discriminatoires. Je pense que les deux... Et je pense que c'est là la différence entre vous et moi. Moi, je pense que l'ennemi, c'est pas le Parti libéral ou c'est pas les Desmarais ou c'est pas la CAQ. L'ennemi, c'est l'État avec un grand « et ». C'est pas la madame qui travaille au comptoir de la SAC. C'est l'instrumentalisation et l'institutionnalisation de leviers qui sont dirigés vers des minorités qui sont ensuite utilisés à des fins électorales. Moi, je pense que c'est ça l'ennemi. On peut s'adresser aux gens intelligemment de manière à leur dire, regardez, nous, on vous propose un programme qui va protéger vos propriétés privées, qui va protéger votre pouvoir d'achat, dans le fond, on veut diminuer la présence. Puis c'est ça la tendance actuelle mondiale. Là, on est tellement allé loin avec l'État dans la vie des gens que maintenant, la contre-culture qui est en train d'émerger, c'est totalement l'inverse. Dans les campus, actuellement, ce qui est cool, c'est d'être conservateur, c'est d'écouter Jordan Peterson, puis être free market. C'est plus d'être des progressistes anti-mondialisation, là, au contraire. Oui, ou alter-mondialisation, parce qu'ils sont pour la mondialisation. Oui, mais ça, c'est-à-dire c'est un recul. Mais là, M. Hamel, là, on a un désaccord fondamental. Donc, vous voulez que l'État québécois laisse les policiers porter des hijabs et des kirpans et des kippas pour la fonction publique. Vous êtes contre
la loi 21, donc la laïcité de l'État québécois, et pour le multiculturalisme de Justin Trudeau. Ben, ça, vous faites une fausse équivalence. C'est pas en étant contre une loi discriminatoire que je suis forcément avec Justin Trudeau. Moi, je suis contre tout ce que représente Justin Trudeau en général. Justin Trudeau représente un parti... Pardon? Je dis la Charte canadienne des droits et libertés, c'est celle qui a été mise, qui a été inscrite dans la les droits et libertés, de manière traditionnelle, ça vient du père de Justin Trudeau. Non, c'est un droit. Moi, je crois au droit naturel, je crois au droit fondamental de la propriété privée, de ne pas discriminer les individus en fonction de leur sexe ou de leur religion. Je pense que... Ils ne sont pas discriminés. Pardon? Ils ne sont pas discriminés. Le droit de religion est fait. Le musulman peut aller à la mosquée au Québec. C'est la version fondamentaliste de sa loi, de son interprétation individuelle de la religion, qui fait en sorte que lui-même s'exclut de la fonction publique. Une musulmane peut être policière au Québec. Elle a juste à retirer son hijab pour la neutralité de l'État. Il n'y a rien de discriminatoire là-dedans. Mais ça, moi, je ne suis pas en désaccord avec l'aspect de, comment je dirais, de... Ça, on appelle ça, c'est parce que ça, on a débattu quand il y a eu ce point-là, c'est qu'on en a fait une loi qui envoyait un message clair. Mais là, ça s'est toujours résumé à un genre de code vestimentaire. Ça, on est capable de gérer ça. On gérait ça dans les équipes de hockey quand on jouait Pee-wee Bantam. Là. Je veux dire, il y a une manière de s'habiller. Bon, est-ce qu'après ça, ça brime la liberté et les choix de certains? Bien ça, on en aura à débattre, mais je veux dire, ultimement, là, on est dans le côté vestimentaire, mais sur le fond, on utilise ça pour mettre des bâtons dans les roues des gens qu'on a accueillis, à qui on n'a jamais dit que si tu t'en viens ici puis que tu enseignes, on va laisser la place à quelqu'un de moins bon que toi, mais qui a décidé d'enlever son cou, sa croix dans son cou pour plaire à la commission scolaire. Et toi, qui es considéré comme la meilleure prof de l'école, vu que tu tiens à garder quelque chose sur ta tête qui déplaît à un certain établissement, ben on te sac dehors. Tu sais, je veux dire, il y a quand même. Puis on leur avait jamais. On les avait jamais avisés. On les avait jamais. On parle de leur emploi. On les avait jamais avisés qu'ici, on avait ce pouvoir-là. Quand on les a invités, on leur a dit que le Canada, incluant le Québec, était un des endroits les plus libres, selon notre Constitution, pour eux de venir. Et c'est la raison pourquoi ils sont venus s'établir ici. Et une fois qu'ils s'établissent ici, puis qu'ils travaillent, mettons, dans une école ou dans une université depuis 10 ans, on leur dit par une loi, c'est terminé, vous devez absolument être, au niveau de vos vêtements, d'être le plus neutre possible, etc. Moi, j'ai rien contre ça, mais c'est juste que quand les règles changent pendant que la game est commencée, il y a quelque chose qui fit plus ou moins dans mes valeurs à moi. Là. Ben, premièrement, M. Fillon, l'État actuellement québécois ne demande pas aux gens qui sont déjà en poste de retirer leur signe religieux. Il y a une clause grand-père. Il y a une clause grand-père, premièrement. Deuxièmement, les immigrants ne viennent pas ici à cause de la Charte canadienne des droits et libertés. Ils viennent ici pour améliorer leur sort économique. Ils vont en France et la France est ultra laïcarde. En France, un médecin juif met sa kippa dans la rue et il la retire quand il est médecin et qu'il est payé par l'État. Donc, je veux dire, et là, on parle des médecins. Donc, je veux dire, il y a des États qui sont beaucoup plus autoritaires sur la question de la laïcité, notamment les pays arabes. En Tunisie, il n'y a pas de femmes à hijab policière. Donc, ces populations venant parce qu'on parle évidemment souvent de la question islamique, on peut parler des Sikhs et des Juifs ultra-orthodoxes, mais en général, ça revient à la question du voile dans l'espace public. Ces populations sont très au fait que l'Occident a des lois pour réglementer finalement l'appartenance et la laïcité, l'appartenance aux communautés religieuses et l'expression de l'appartenance aux communautés religieuses dans l'espace public. Donc, ce n'est pas particulièrement choquant. Il y a beaucoup de Maghrébins au Québec qui sont très, très conscients, qui sont très, très contents d'ailleurs de cette loi sur la laïcité au Québec. Je veux revenir par contre... non, on n'a pas le choix. Non, c'est assez. C'est juste qu'on a défoncé le temps. On a défoncé de 5 minutes au moins facilement. Okay, très intéressant. Regarde, on va se reprendre. Alexandre, très intéressant. Alexandre Cormier-Denis, très intéressant. Point de vue, garde, très bien débattu. Bravo, félicitations, garde, fait dans le respect. Puis, vous savez quoi? Il y a probablement un paquet de gens qui vous écoutent en ce moment qui sont d'accord avec ce que vous dites. Puis je sais que ça rejoint beaucoup de gens. Puis c'est un débat à avoir. C'est pas quelque chose qu'on doit tasser ni d'un bord ni de l'autre. C'est un débat qu'on doit faire. Puis, regarde, j'apprécie énormément que vous ayez pris du temps avec nous ce midi pour jaser. Ben, merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. Je pense qu'on peut débattre dans le respect. Et j'espère qu'on va réussir à unir la droite pour un jour prendre le pouvoir au Québec. Merci. Alexandre Cormier-Denis, Jo, le mot de la fin.
Écoute, ben ça, je pense que c'est un peu, c'est des débats accessoires, mais à la base, je pense que c'est son opinion, le fait de pouvoir additionner tant les gens qui ont une considération identitaire que les gens qui ont une considération économique. Moi, je pense que c'est mutuellement exclusif dans un sens où la masse critique qui peut nous faire gagner centre-droit, à partir du moment où tu vas entrer le discours identitaire, ils vont aller ailleurs. Ils ne vont pas voter. Donc, je pense que l'occasion historique actuellement, c'est le fait que le Parti libéral du Québec est complètement perdu à gauche et dans le wokisme, etc. Tant que Mme Anglade reste là, je pense qu'il y a une occasion historique de capturer cet espace-là sur l'échelle électorale. Le plus gros risque actuellement pour le Parti conservateur du Québec, c'est que si un outsider arrive au PLQ et recentre le discours économique fédéraliste avec une certaine couleur nationaliste au PLQ, je pense que ça peut être dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, c'est drôle, hein, puis je finis avec ça, je regarde, 4 ans, c'est court et en même temps, c'est long. Il y a énormément de wokisme actuellement. Puis quand je dis wokisme, ça engrange toute l'anxiété climatique qu'on a réussi à embarquer. Et je regarde toutes les folies au niveau de nos valeurs traditionnelles. Puis je vais au-delà de... Je pense que ça touche peu importe qui, les gens qui sont de la place, les gens qui arrivent d'ailleurs. Je pense qu'un des projets du prochain parti politique qui veut prendre le contrôle va devoir être la police du wokisme. Ça, c'est... on le sent aux États-Unis. Vous écoutez certains réseaux de télévision, c'est la chasse au wokisme quasiment mur à mur parce que ça devient tellement excessif que là, money, enough is enough. Donc, je pense que ça va déborder ici. Et ultimement, je pense que les Québécois vont vouloir rejeter le wokisme encore plus que l'immigration parce que l'immigration... Ils vont se rendre compte que s'ils veulent avoir des soins dans un CHSLD pour quelqu'un qui leur amène une soupe, la madame, elle va venir probablement d'un pays d'Amérique du Sud ou elle va venir d'Haïti, elle va venir quelque chose. Donc, ultimement, même s'ils ont un fonds d'eux où ils étaient pas tellement pour ça, quand ils vont avoir besoin de quelqu'un qui va s'occuper d'eux, ils vont être très, très, très contents d'avoir ces gens-là. Joamel, merci. Merci à notre invité également. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. Joamel qui est en studio est toujours avec nous autres. Joe et Jerry qui est un observateur habituellement, c'est un sage. Humble observateur. Humble observateur. Je veux t'entendre sur ce que tu as entendu dans les 30 dernières minutes. Très intéressant. Vraiment, vraiment très, très bon. Puis, tu sais, je comprends le fond. On est tous... on est conservateurs. On veut prendre le pouvoir. Si on veut changer quelque chose, si on veut changer, il faut être au pouvoir. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut que les conservateurs prennent le pouvoir. Mais prendre le pouvoir puis gouverner, c'est deux choses. La fait, c'est que si tu prends le pouvoir, ça, c'est mon avis, hein, c'est carrément mon avis. Si on prend le pouvoir avec une force, on va dire, la base de notre message, c'est l'identitaire. Peut-être c'est peut-être un chemin un peu plus court, peut-être pour aller prendre le pouvoir. Je peux l'admettre. Mais le problème, c'est où va l'identitaire? Et là, l'histoire. Donc, l'identitaire, on parle de voile, puis on parle d'un crucifix, puis des babioles de même, des affaires. Mais moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est l'identitaire, c'est les encore plus profond que ça. Là, on parle de qui? On parle des gens qui arrivent d'ailleurs. À un moment donné, l'identitaire, ça va être par rapport à nous, entre Québécois. Ben, ça l'est déjà. On l'a fait dans les dernières années. Notre identité à nous. Il y a des gens qui ont été excommuniés dans les 2 dernières années et demie. Exactement ça. Un Beauceron, c'est pas un Montréalais. Un Beauceron, c'est pas un Montréalais. Un Gaspésien, OK, c'est pas quelqu'un qui vient du royaume en haut. Non. Donc, ce que je veux dire, c'est que où va l'identitaire? C'est où tu t'arrêtes là-dedans? Là, en ce moment... Un gars du Saguenay qui travaille à Bécomo, il peut se faire barrer. Là, en ce moment, c'est quelqu'un qui arrive de l'étranger que tu y empêches de quelque chose. Mais à un moment donné, l'identitaire, ça va être entre nous. Et là, l'histoire. Entre nous, ça veut dire quoi?
Ben moi, là, à l'école, je te donne un exemple, puis vous allez comprendre, puis on peut le mettre partout. Moi, mon enfant va à l'école et je regarde les livres d'école, mon petit bambino, je regarde ça. Hein, toutes des patentes de péquistes, des espèces de messages très louches. Moi, mon identitaire, et moi, c'est l'ouverture de les autres, je crois que leur identitaire, c'est la fermeture. Moi, je veux pas que mon enfant se ramasse avec des livres d'école avec 50 000 péquisteries et des affaires bizarres. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas barrer des affaires sur le web parce que là, c'est ouais, mais en fait, compte, nos jeunes, hein, ils écoutent plus bien nos patentes en québécois. Moi, je veux pas ça. Mais là, la dérive de l'identitaire, c'est que c'est pas juste contre les personnes qui arrivent d'ailleurs. À un moment donné, ça va se retourner contre nous et c'est les plus forts porte-parole de l'identité qui vont mépriser les personnes qui ont voté pour. Joe? Écoute, je veux pas continuer le débat parce que monsieur est plus là, puis je pense que c'est pas super juste. Ça tombe dans le voile. Non, mais ce que je veux dire, mon point sur le fond, moi, des gens comme monsieur, son opinion, il a le droit de la dire, puis je veux pas qu'il soit censuré. Au contraire, il a totalement le droit de débattre, puis il a totalement le droit de... Il était très bon. Même comme membre du Parti conservateur, s'il l'est, et qui veut faire cheminer ça au parti, ben, il a juste amené des propositions, puis ça sera débattu en congrès. Moi, je pense que c'est majoritairement contre cette orientation-là. Je pense que c'est pas là que se situent les objectifs électoraux. Mon problème avec ce que j'appelle les collectivistes, puis c'est toujours la même chose, les collectivistes de droite ou de gauche, c'est la même chose. Ils veulent instrumentaliser les leviers de l'État pour viser des minorités. Dans le cas de la gauche autoritaire, comme Gabriel Nadeau-Dubois, c'est les riches. Dans le cas de M. Cormier-Denis, c'est les immigrants. C'est toujours la même mécanique de cibler une cible, d'instrumentaliser les leviers de l'État pour attaquer cette minorité-là. Puis que on l'a vu dans les 2 dernières années, le meilleur exemple qu'on a vu de la déchéance de l'État et on a passé par-dessus les processus établis dans les 2 dernières années. Là. Oui. Il y a des gens... Et c'est pour ça que je pense que le Parti conservateur aurait dû revenir là-dessus, parce que c'est pas juste « Ah, vous allez mettre un masque ». Non, les propriétés privées ont été saisies, les restaurants ont été fermés. Il y a des gens qui ont fait faillite à cause de ça. Donc, le droit à la propriété privée, le droit au contrat, le droit de consommer des services a été saisi arbitrairement par l'État. Et c'est ça que fait les collectivistes. Puis que ce soit la gauche communiste ou la droite fasciste, c'est ça le tronc commun. C'est l'instrumentalisation des leviers de l'État. Moi, d'un matin, tu me dis, garde, je te fais choisir entre ton droit de vote et le fait de... Soit que tu gardes ton droit de vote ou on t'enlève le droit de vote, mais on te garantit la propriété privée et le respect de toutes les lois actuelles et les processus établis. Moi, je largue mon droit de vote. Là. Ce qui est important, c'est qu'on s'entende sur des principes de base de loi naturelle, que les gens ne vont pas se faire du mal entre eux, que les gens vont respecter les contrats, que la propriété privée des gens vont être respectée. C'est pour ça que les immigrants viennent ici. Ils viennent ici, il l'a dit lui-même, M. Cormier-Denis, ils viennent ici parce qu'ils ont une plus grande